Vous voyez les images des éleveurs en détresse, des troupeaux abattus, l'État qui prétend sauver l'agriculture française. Vous lisez les gros titres, épidémie maîtrisée, stratégie scientifique, consensus des experts. Mais ces titres masquent quelque chose. Quelque chose que personne ne vous dit vraiment. Ce que vous entendez comme une crise sanitaire n'est en réalité qu'une couche superficielle. En dessous, il y a les calculs, les intérêts, les non-dits qui façonnent votre réalité agricole. Bienvenue dans le décryptage invisible. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC. C'est une crise qui a vraiment secoué l'élevage bovin français en 2025. Oui, tout à fait. Et notre mission, à partir de plusieurs documents, de plusieurs analyses, c'est de regarder un peu derrière le rideau de la communication officielle. Pour essayer de comprendre les véritables enjeux, ce qui a vraiment guidé les décisions. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de nier la maladie, elle est bien réelle, mais plutôt de décortiquer la réponse qui a été apportée. Et ce que les sources révèlent, c'est que cette réponse, elle a été guidée par des logiques qui dépassent, et de très loin, le cadre purement sanitaire. C'est une histoire économique et politique en fait. Fondamentalement, oui. Bon, alors commençons par le début, le récit officiel. Le 29 juin 2025, un premier foyer de DNC est détecté en Savoie. Et là, la réaction des autorités est ultra rapide. Oui, très rapide. En à peine 20 jours, il lance une campagne de vaccination massive dans la zone concernée. L'image qu'on veut donner, c'est celle d'un État efficace, mobilisé, qui prend les choses en main. Une image très bien construite. Mais il y a un fait, un détail crucial que cette communication a un peu tendance à minimiser, c'est que la DNC n'est absolument pas transmissible à l'homme. Ah oui, Absolument pas. Ni par contact, ni en consommant la viande ou le lait d'un animal infecté. donc le risque pour la santé publique est de Zéro. zéro. Strictement aucun risque pour la santé humaine. Donc toute cette mobilisation, cette angoisse médiatique, pour une maladie qui au fond ne nous concerne pas directement en tant que consommateurs. Voilà. Et ce point, il change toute la perspective. Il nous oblige à poser la question, mais pourquoi? Pourquoi une telle hystérie d'État? Pourquoi des mesures aussi radicales pour une maladie qui n'est au fond qu'un problème vétérinaire? Si la réponse n'est pas sanitaire, il faut la chercher ailleurs. Exactement. Et c'est là, j'imagine, que la façade scientifique commence à se fissurer un peu. C'est ça. En juillet 2025, le gouvernement réunit son principal organe de conseil, le CNOSAV. C'est une sorte de parlement du sanitaire. D'accord. Sur un consensus d'experts et des obligations européennes. Et ça justifie quoi? Ça justifie la stratégie, abattage total des troupeaux dès qu'un cas est détecté, et une vaccination qui est limitée à des zones très très précises. Sauf que ce consensus d'experts, il n'est peut-être pas si consensuel que ça. Le problème, c'est qu'il est très orienté. Les documents qu'on a pu consulter mettent en lumière une contradiction flagrante avec les recommandations de la plus haute autorité scientifique européenne en la matière. C'est-à-dire? L'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, Et que disait cette autorité, l'EFSA? dès 2016, dans un avis très complet, elle affirmait que la vaccination était l'outil le plus efficace et le plus rationnel pour lutter contre la DNC. Le plus efficace. Oui, et elle précisait même qu'une stratégie combinant l'abattage des seuls animaux malades et la vaccination du reste du troupeau était tout aussi efficace que l'abattage total. Une option beaucoup moins destructrice, donc. Évidemment. Et pourtant, elle n'a pas été suivie, ce qui rend la décision de l'abattage systématique encore plus difficile à comprendre. Qu'est-ce qui a pu motiver un choix aussi radical alors? C'est la bonne question. Et on a un autre élément technique, presque un aveu involontaire de l'Agence sanitaire française, l'ANSES, qui nous donne une piste. Ah oui. L'ANSES reconnaît que la virémie, c'est-à-dire la période où le virus est présent dans le sang de l'animal, elle ne dure que 2 à 3 semaines. Et surtout qu'un animal peut être porteur sain, sans symptômes, pendant près de 5 semaines. Ce qui veut dire que quand on abat tout le troupeau, Parfaitement sain ou qui se serait guéri tout seul. Pour illustrer l'absurdité de la situation, une de nos sources utilise une analogie très parlante. Laquelle? Abattre un troupeau entier pour un seul cas, c'est comme démolir un immeuble entier parce qu'un seul de ses habitants a la grippe. Un immeuble entier pour une seule grippe. C'est une image très forte. Ça montre bien à quel point la mesure était déconnectée de la logique sanitaire. Complètement. Donc si ce n'est pas pour protéger la santé des animaux de la manière la plus efficace, ni la santé des humains qui n'est pas menacée, quelle est la vraie raison? L'argent, j'imagine. On y arrive. Le véritable enjeu de toute cette crise, le mot qui explique absolument tout, c'est le statut indemne. Le statut indemne.
Expliquez-nous ce que c'est. Alors, c'est un label officiel, une certification qui est délivrée par les instances internationales et qui déclare que le territoire français est sain, c'est-à-dire libre de DNC. D'accord. Un tampon administratif, en quelque sorte. Mais c'est bien plus que ça. Ce statut, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est le sésame, la clé indispensable pour pouvoir exporter des animaux vivants. Et ces exportations, elles représentent beaucoup. C'est plus que beaucoup, c'est bouf, c'est colossal. Les chiffres de 2024, juste avant la crise, ils sont vertigineux. La France est le premier exportateur mondial d'animaux vivants. Le premier mondial? Le premier mondial. On parle de 1,3 million de jeunes bovins, les fameux broutards, qui quittent le territoire chaque année. 1 300 000. Et en chiffre d'affaires, ça donne quoi? C'est un marché qui dépasse le milliard d'euros. 1 milliard d'euros. D'accord. Là, je comprends mieux l'enjeu. Et ce n'est pas tout. Ce marché, il est ultra concentré et ultra dépendant. 90% de ces animaux partent vers 2 pays seulement, l'Italie et l'Espagne. Pour y être engraissé, c'est ça? Exactement. Et le marché intérieur français pour ce type de bêtes est quasiment inexistant. Donc, pour être bien clair, pour toute une filière de l'élevage français, l'exportation n'est pas juste un bonus, c'est leur unique et seule source de revenus. Sans ça, Ils ferment boutique, c'est la clé. Perdre le statut indemne signifie une seule chose, la fermeture immédiate des frontières italiennes et espagnoles. C'est l'effondrement total et instantané du marché. c'est la faillite assurée pour des milliers d'exploitations. Voilà. Le statut indemne n'est donc pas un enjeu sanitaire, c'est un enjeu de survie économique pour une filière entière. D'accord. Là, tout s'éclaire. Et ça nous amène au problème de la vaccination. On a vu que l'État avait la capacité de vacciner massivement et rapidement. 285 000 bêtes en 17 jours. Pourquoi ne pas avoir étendu ça à tout le pays? Parce que c'est là que se cache ce que nos sources appellent le poison commercial. La règle européenne est implacable. C'est-à-dire, Une zone où l'on vaccine, même préventivement, perd automatiquement son statut indemne pour une durée de 14 mois. attendez. Donc si je comprends bien, le vaccin qui résout le problème sanitaire crée en même temps un problème commercial insoluble. C'est ça. C'est un piège parfait. Un dilemme cornélien. 14 mois de fermeture des frontières, c'est une éternité. C'est la mort clinique de la filière export. Patrick Bénézit, qui préside la Fédération nationale bovine, la FNB, une branche du puissant syndicat FNSEA, l'a dit sans détour. Qu'a-t-il dit? Il a estimé qu'en cas de vaccination généralisée, les prix des broutards pourraient être divisés par 10. Par 10. Oui, un animal qui vaut 1500 € n'en vaudrait plus que 150. C'est invendable. Et pour justifier de ne pas le faire, le gouvernement a avancé qu'il faudrait 30 à 40 semaines pour tout vacciner. Les documents qualifient ça d'exagération grossière. C'était un prétexte, oui. Un argument de communication pour écarter une option qui était jugée commercialement catastrophique par une partie de la profession. Et c'est là qu'on touche au cœur de la fracture, j'imagine. Exactement. Derrière l'image d'unité des agriculteurs se jouait en coulisses une véritable guerre interne. Une guerre entre qui et qui alors? D'un côté, on a des syndicats comme la Coordination rurale et la Confédération paysanne. Eux, ils représentent majoritairement les petites et moyennes exploitations familiales. Notamment celles des zones de montagne qui ont été les premières touchées. Précisément, en Savoie, en Ariège, leur demande était simple et logique. Vacciner nos animaux pour les sauver, pour préserver notre outil de travail. Et de l'autre côté, De l'autre, le syndicat majoritaire, la FNSEA, et sa branche bovine, la FNB. Eux, ils représentent un tout autre modèle agricole. lequel? Celui des gros producteurs, des négociants à bétail, des coopératives, bref, de toutes les structures dont le modèle économique repose sur l'exportation de masse. Et leur position était? Diamétralement opposés. Surtout, ne vaccinez pas à grande échelle, préservez le statut indemne à tout prix pour que le commerce puisse continuer. On a des citations qui sont des aveux à peine voilés là-dessus. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Oui, il a déclaré qu'une vaccination généralisée placerait la France sous cloche et menacerait son statut sanitaire européen, essentiel pour les exportations. C'est limpide. La priorité est commerciale. C'est on ne peut plus clair. Et en face, vous avez des voix comme celle de la sénatrice Sylviane Noël, qui alertait sur la disparition des exploitations familiales de montagne. Et la mise en péril de filières d'excellence comme le reblochon ou le Beaufort, si on s'entêtait dans cette stratégie de l'abattage. On a là deux visions de l'agriculture qui se sont affrontées frontalement. Et on sait laquelle a gagné. Bon, pour être juste, du point de vue d'un gros exportateur, la perte du statut indemne est une menace existentielle, non? On peut comprendre leur panique.
On peut comprendre leur logique économique, absolument. Mais il faut mesurer le coût humain de cette logique pour ceux qui ont été sacrifiés. L'État a versé des indemnisations, bien sûr. On parle de 26 millions d'euros au total. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Totalement. Les coûts cachés sont immenses. D'abord, après un abattage, l'éleveur est soumis à 45 jours de vide sanitaire. C'est-à-dire? Il n'a plus le droit d'avoir un seul animal sur son exploitation. C'est un traumatisme et un arrêt économique brutal. Et puis il y a le coût de maintien des dizaines de milliers de bêtes bloquées dans les zones réglementées qui ne peuvent plus être vendues. Et ça chiffre à combien? Les sources l'estiment à près de 5 millions d'euros par mois, à la charge des éleveurs. Et j'imagine qu'il y a des pertes qui ne se chiffrent même pas. C'est ça le plus grave, la perte de la valeur génétique d'un troupeau, qui est le fruit de décennies de travail. L'explosion des prix pour racheter des bêtes de qualité ensuite, et le plus tragique, les transmissions familiales qui se brisent. C'est-à-dire? Un jeune qui s'apprêtait à reprendre la ferme, qui voit le troupeau de ses parents abattu, la ferme paralysée. Il peut légitimement décider de tout abandonner. C'est terrible. On parle de chiffres, de millions, de statuts, mais derrière, c'est la fin d'un projet de vie pour des familles entières. Exactement. Et pendant que ces éleveurs subissent ces pertes, d'autres profitent de la situation. Lesquels? Les gros éleveurs des régions restées indemnes, eux, ils continuent d'exporter. Et même mieux, comme l'offre globale de bétail a diminué, leur prix de vente augmente. C'est un transfert de richesse, en fait. Un transfert de richesse masqué par une crise sanitaire, oui. Les grands négociants et les coopératives que la FNSEA représente consolident leur position. Mais comment une telle stratégie, qui sacrifie sciemment une partie des éleveurs, a-t-elle pu être imposée comme la seule solution? Par des manœuvres politiques habiles et une communication verrouillée. La ministre de l'Agriculture de l'époque, Annie Genevard, s'est constamment abritée derrière les obligations européennes. Mais c'est une demi-vérité. Oui, l'Europe n'a jamais interdit de vacciner. D'autres pays européens l'ont fait. Elle dit simplement que si vous vaccinez, vous perdez votre statut. C'était donc un choix politique de la France de privilégier ce statut plutôt que de sauver les troupeaux. Un choix qui aurait pu être différent. Oui. La France aurait pu, par exemple, négocier en amont des accords avec l'Italie et l'Espagne pour maintenir les flux commerciaux, même en vaccinant. Elle a choisi de ne pas le faire. Et ce fameux Parlement du sanitaire, le CNO-SAV, quel rôle a-t-il joué là-dedans? Les sources le décrivent plutôt comme un théâtre, une chambre d'enregistrement pour une décision déjà prise en coulisses. Dans sa composition, l'État et la FNSEA sont surreprésentés. Et les voix dissidentes? Comme celle de la coordination rurale qui demandait la vaccination dès le mois de juillet. Elles ont été poliment écoutées, puis totalement ignorées. Au-delà des structures, il y a aussi eu tout un travail sur le langage, sur les mots utilisés. Les sources parlent de mensonges confortables. C'est prévisible. Quand Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, martèle « Nous nous appuyons sur les spécialistes », il omet de préciser qu'il s'agit de ces experts internes, pas de l'autorité scientifique européenne, qui recommandait autre chose. Il y a aussi cet exemple de la ministre qui déclare qu'il n'existe aucun foyer actif, alors que de nouveaux cas sont confirmés le même jour. C'est un jeu sémantique. Une fois qu'un foyer est détecté et que l'ordre d'abattage est donné, il passe administrativement du statut de foyer actif à foyer en cours de traitement. Techniquement, elle ne ment pas, mais elle dissimule la réalité. Et enfin, cette phrase de Rousseau qui sonne comme une menace, « Nous serons peut-être contraints de vacciner ». C'est une rhétorique très habile. Il présente la vaccination non pas comme une solution, mais comme une catastrophe économique. C'est une façon de dire « on ne le fera jamais », tout en prétendant que la question est purement technique. C'est du contrôle de l'information par le langage. En synthèse, ce que cette analyse révèle, c'est que la crise de la DNCN n'a jamais été, au fond, une crise sanitaire. Elle a fonctionné comme un révélateur. Elle a mis en lumière la structure du pouvoir dans l'agriculture française, où les intérêts d'un modèle agro-exportateur, défendu par la FNSEA et l'État, priment sur la survie des exploitations familiales. Donc un choix politique. Oui, un choix politique qui a été de sacrifier les plus fragiles pour protéger les flux commerciaux des plus puissants, en enrobant cette décision dans un discours d'inévitabilité technique et de rigueur scientifique. Et ça nous laisse avec une question assez troublante pour la suite. Si face à une épidémie animale parfaitement maîtrisable et sans aucun danger pour l'homme, le calcul économique l'emporte à ce point sur la survie des fermes familiales, quelle est la véritable valeur de notre agriculture? Et surtout, à la prochaine crise, qu'elle soit sanitaire, climatique ou économique, qui décidera à nouveau qui doit être sacrifié?